Le flagelleur mental contre le méga kaiju, ce n'est pas un affrontement de science-fiction, c'est la manipulation contre la destruction brute. Un monstre triomphe par la peur et le contrôle, l'autre en détruisant les villes. Quand ces deux philosophies s'affrontent, il n'y en a qu'une qui en sortira indemne. Alors allons-y, commençons par le commencement. Eh bien, je veux jeter un œil de plus près au méga kaiju. C'est essentiellement le premier hybride de kaiju dans l'univers de Pacific Rim, et c'est en fait une fusion de Rajin, Akuja et Strike-Torn. Tous les kaiju de catégorie 4 et 5, la sainte trinité des monstres, l'ultime kaiju. Voyez-vous, les catégories 4 et 5 sont déjà, en quelque sorte, les kaiju les plus puissants dans l'univers de Pacific Rim. C'est là que l'échelle atteint son maximum, donc la fusion de ces trois-là en un seul, c'est absolument du jamais vu. C'est clairement le kaiju le plus puissant vu dans Pacific Rim, et il est vraiment fort. D'un simple coup de tête, il a fait valser Gypsy Avenger en arrière. Il l'a juste éjecté de là, c'est vrai que Gypsy Avenger s'est un peu jeté sur lui, mais quand même, Mega Kaiju a réussi à envoyer le Jaeger à travers un gratte-ciel. Soyons honnêtes, il a passé tout le combat à balancer les Jaegers comme s'ils étaient faits de papier, comme s'ils n'étaient rien d'autre que des poupées de chiffon. Et donc il a pu les déchirer sans effort. Vraiment facile, il en a même brisé un en deux d'un seul coup. Cependant, la chose la plus impressionnante que le Mega Kaiju ait jamais faite, c'est d'attraper un des Jaegers et de le faire tournoyer encore et encore. Il l'a envoyé voler à travers plusieurs gratte-ciel, les détruisant au passage. Franchement, c'est d'une domination folle. Il est incroyablement résistant, capable d'encaisser toutes sortes d'attaques des Jaegers en même temps. Et il a même un super pouvoir dans sa manche. En gros, il a ce pouvoir incroyable d'absorber l'énergie cinétique, donc l'énergie de n'importe quel coup de poing, coup de pied ou attaque. Il absorbe toute cette énergie, la stocke, puis la redirige et la renvoie. En gros, il peut retourner votre propre attaque contre vous. Si 11 est la flamme psychique qui brille le plus fort dans Stranger Things, alors le flagelleur mental est l'obscurité qui refuse de laisser la lumière exister. Ce n'est pas juste un monstre, c'est une intelligence interdimensionnelle, un esprit de ruche qui précède l'humanité et agit à une échelle que la plupart des personnages comprennent à peine. Dès l'instant où il atteint Hawkins pour la première fois, la présence du flagelleur mental déforme la réalité, corrompt les écosystèmes et transforme des villes entières en extension de sa volonté. À l'origine, le flagelleur mental est une conscience collective, un réseau qui se propage comme un virus entre les dimensions. Il ne marche ni ne rugit, il infecte. Même lorsque seuls ses tentacules passent la porte vers l'Upside Down, son influence demeure une force maligne. Il ne cherche pas le combat, mais l'assimilation. Cette mentalité de ruche est la première vraie arme du flagelleur mental. Au lieu d'affronter directement les menaces comme un démogorgon, il les contrôle. Quand il veut qu'une chose meure, il ne s'en approche pas pour l'attaquer. Il corrompt une espèce entière pour qu'elle tue pour la ruche, démodox, démobats, démogorgons, humains écorchés. Ce ne sont pas des monstres indépendants, mais des extensions du flagelleur mental. Une armée biologique guidée par une seule directive, s'étendre, consommer et dominer. Nous voyons cet esprit de ruche agir pleinement, possédant plusieurs hôtes qui se répandent à Hawkins comme une peste et transformant l'espace psychique en son domaine. Il ne se contente pas de combattre physiquement, il infecte les esprits. Les personnages perçoivant son influence ressentent sa présence et rêvent, ce qui affaiblit leur réalité. Là où les pouvoirs de 11 viennent de l'immersion et de la confrontation, les flagelleurs mentaux tirent leur force de la subsistance et de la propagation, mais ce n'est que la première étape. À mesure que l'histoire s'intensifie, le flagelleur mental apprend à s'ancrer plus directement dans le plan physique. Il envoie des proxys, des créatures géantes, de vastes bioconstructions issues de la biomasse de l'Upside Down, toutes guidées par une volonté collective. Ces proxys sont effrayants car ils allient l'esprit de ruche à une forme physique réelle. Puis vient la saison 5 où l'influence du Mind Flayer atteint son apogée dans le final de la série. L'esprit de ruche n'envoie pas seulement des proxys, il manifeste une forme colossale semblable à un kaiju dominant l'abîme.
Ce n'est pas une mutation, c'est le Mind Flayer qui se rend présent sur le champ de bataille. Une incarnation gigantesque de la volonté de la ruche, tissée dans la chair, les os, les tendons et la résonance psychique. Sous cette forme, il ne se contente plus de commander depuis l'ombre, il s'engage directement. Ce qui rend la saison 5 si terrifiante, c'est son intégration avec Na, plutôt que d'agir comme deux menaces séparées. Vecna devient le noyau psychique du flagelleur mental, le général de la machine de guerre. La forme colossale attaque physiquement avec une force brute, mais canalise aussi des assauts psychiques précis grâce à l'influence de Vecna, ce qui signifie qu'elle peut frapper à la fois le corps et l'esprit en un seul souffle. Cette fusion de la volonté collective et de la précision individuelle est ce qui l'élève au-dessus de toutes les autres créatures de l'Upside Down que nous ayons jamais vues. Mais même dans cet état monstrueux, le flagelleur mental n'est pas un dieu inarrêtable. Sa force vient de sa connexion, un réseau de corruption, de possession et d'influence. Retirer l'ancre, couper le contrôle psychique, perturber la ruche, et le corps s'effondre. C'est précisément ce qu'Onz et ses alliés exploitent. Alors que la forme géante du kaiju domine le monde, sa force vitale est liée au centre psychique de la ruche. Briser cela, et la forme ne peut pas se maintenir. Au final, le flagelleur mental représente l'opposé de tout ce pourquoi Onz se bat. Là où elle forge l'identité et la connexion, il efface l'individualité et fond le soi dans la multitude. Là où elle résiste à la peur, il s'en nourrit, là où elle repousse les limites pour sauver son monde. Il repousse les limites de l'existence pour consommer d'autres mondes. Quand cette forme colossale échoue, ce n'est pas qu'un monstre vaincu, mais tout un réseau qui se défait. Et c'est ce qui rend le flagelleur mental bien plus terrifiant qu'une simple créature. Mais au final, il peut être vaincu par quelqu'un qui refuse d'être consumé. Alors, qui l'emporte ? Parlons de ce qui se passe lorsqu'un monstre d'ombre psychique affronte un événement d'extinction ambulant. D'abord, la taille est plus impressionnante qu'on le croit. Le corps du flagelleur mental dans la finale de Stranger Things est immense. Dominant les bâtiments, il est fait de chair, de débris et de tout ce qu'il a rassemblé. Le méga kaiju de Pacific Rim Uprising est également de la taille d'un gratte-ciel, construit à partir de l'acide désoxyribonucléique de plusieurs kaiju, conçus spécifiquement pour tuer les Jaegers. Donc sur le papier, cela ressemble à un combat équitable entre deux grands monstres, mais une fois que le combat commence réellement, ce n'est pas du tout serré. La force du flagelleur mental réside surtout dans le contrôle, pas la puissance brute. Il remporte ses combats en possédant, terrifiant et manipulant les gens, laissant aux autres le sale boulot. Physiquement, son corps a toujours été un point faible. Lorsque la créature se fait malmener par des explosions, des tirs d'armes à feu et même des débris dans le final, Onz lui lance littéralement des morceaux de roche et la fait perdre l'équilibre. C'est impressionnant pour Onz, mais cela vous dit aussi quelque chose d'important. Le corps du flagelleur mental n'est pas fait pour des combats de monstres de haut niveau. Maintenant, regardez le méga kaiju. Cette créature n'a pas affronté des ados armés de feux d'artifice et de fusils, mais des Jaegers, des machines géantes conçues pour combattre les monstres. Le méga kaiju était assez puissant pour maîtriser plusieurs Jaegers en même temps. Déchirer l'acier renforcé comme du carton, encaisser tirs de chars, missiles, canons à plasma et impact dévastateur. Arracher des membres, des robots les conçus pour lutter contre les kaiju au quotidien, ce sont des machines qui se jettent régulièrement à travers des immeubles dans le cadre de leur style de combat de base. Le méga kaiju ne faisait pas que survivre à ça, il était en train de gagner, alors imaginez ce niveau de puissance. Frapper le flagelleur mental. Onz faire tomber le flagelleur mental avec la télékinésie, c'est cool, mais le méga kaiju ne lance pas des pierres. Il lance des monstres à travers des gratte-ciel. Si les balles du pistolet de Nancy peuvent attirer l'attention du flagelleur mental, alors une seule charge à pleine puissance du méga kaiju va plier ce corps en deux d'un seul coup contre un immeuble. La forme du flagelleur mental se disloque après 2 ou 3 coups. Il ne tient plus debout, réduit à des morceaux, sans aucune réponse possible. Il ne peut pas posséder le méga kaiju, ce n'est ni humain, ni mentalement vulnérable, ni même de la même biologie. Il ne ressent pas la peur comme les humains, il ne se laisse pas manipuler, il n'hésite pas,
il fonce et il tue. Donc le flagelleur mental est obligé de se battre physiquement, et c'est justement dans ce domaine qu'il n'a jamais vraiment excellé. Le méga kaiju, quant à lui, est littéralement conçu dans un seul but, tuer des créatures géantes qui se défendent. Ce n'est pas un combat entre l'intelligence et la force brute, c'est un monstre d'horreur basé sur le contrôle contre un destructeur de villes professionnel. Un camp avait besoin de pouvoirs psychiques, de manipulation de la peur pour dominer de petites villes. L'autre affrontait des armes futuristes et d'immenses robots, mais ce n'était que des obstacles. Alors quand ils s'affrontent, le flagelleur mental pourrait porter un coup, pourrait l'attraper, pourrait essayer d'écraser. Mais une fois que le méga kaiju met la main dessus, il va le secouer comme une poupée de chiffon. Jeter contre des immeubles, écraser au sol, déchirer morceau par morceau. Ce n'est pas un manque de respect, juste une question d'échelle. Un monstre s'est battu contre des enfants, des soldats et de petites explosions. L'autre a affronté des armes conçues pour tuer des dieux. Donc au final, il n'y a vraiment qu'une seule issue. Le flagelleur mental est submergé physiquement, son corps détruit. Quelle que soit la présence psychique qui subsiste, elle se retrouve sans vaisseau pour se battre. Le méga kaiju l'emporte facilement.